Aujourd'hui, et si on a une déception par rapport à ça, c'est quand même l'effondrement, je dirais, de ce qui restait de l'espoir quand même d'avoir un État. Je dirais même pas un État de droit, mais un État. Oui, et je n'ose même pas penser aux conséquences éventuelles, aux conséquences terribles pour notre État de droit, si cette chose-là arrivait à se produire. En Afrique de l'Ouest, on est dans un espace, une aire géographique territoriale qui est déstabilisée. Déstabilisée par une forme d'instabilité, par des ruptures de l'ordre constitutionnel, déstabilisée par des coups d'État, déstabilisée par des atteintes assez marquantes, assez caractérisées à l'état de droit. Le Sénégal n'a pas connu, depuis les indépendances, une rupture de l'ordre constitutionnel. Le Sénégal, malgré toutes les imperfections, toutes les incomplétudes... On a juste connu des tripatouillages peut-être. Oui, parfaitement. Des tripatouillages. Voilà, ce serait peut-être là la goutte d'eau de trop. Ce serait le tripatouillage de trop. Ce serait l'atteinte de trop. Ce serait la méconnaissance au droit de trop. Ce serait le fait de piétiner cet état de droit, ce serait l'acte de trop. Et donc, l'objectif de cette lettre... cette lettre a pour objectif non seulement de rappeler cela au Conseil constitutionnel, mais il s'est agi pour moi très modestement de prendre ma responsabilité en tant qu'universitaire, en tant que professeur de droit, qui ne vit pas en marge de sa société, qui a une responsabilité sociale. Le droit que j'enseigne, je ne l'enseigne pas que pour mes étudiants. Je l'enseigne avec une vertu pédagogique, un objectif pédagogique pour les Sénégalais. Je suis au service de mon peuple, du peuple sénégalais. Papa, il n'y a pas... 3 semaines qu'il y a eu des professeurs de droit international en France, qui ont écrit un texte, qui ont écrit un manifeste pour dire que le droit international, que le jus ad bellum, que le droit international humanitaire, le jus in bello, sont en train d'être violés à travers le conflit qui oppose l'État hébreu Israël au Hamas. Ce sont des professeurs de droit qui auraient pu se dire, nous enseignons le droit dans nos universités, dans le confort de nos universités, mais nous ne nous prononçons pas ce qui se passe au Hamas, dans la bande de Gaza plutôt, sur ce territoire-là, ne nous regarde pas. Non, ils se sont prononcés. Comme ils se sont prononcés pour dire que la Russie a commis un acte d'agression qui est réprimé à travers des dispositions de la Charte des Nations Unies, 39, 41, etc. Et que, effectivement, ça doit cesser. Et donc, il est de la responsabilité du professeur de droit que je suis de rappeler l'épure du droit, rappeler l'orthodoxie du droit, rappeler les textes qui gouvernent notre pacte républicain, notre état de droit, et de dire finalement une chose toute simple, somme toute assez simple. Au Conseil constitutionnel, cultiver un devoir d'ingratitude et respecter le droit. À la Cour suprême, vous ne devez pas rendre une décision le 4 parce qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée. Respectez la loi organique. La loi organique sur la Cour suprême de 2017. La loi organique sur le Conseil constitutionnel en 2016 dans son article 22. Respectez cela. Il s'agit de rappeler le droit, et en rappelant le droit, de rappeler la vérité. Et de dire à ces juges de se conformer au droit pour leur peuple et de cultiver un devoir d'ingratitude. C'est ce qu'on attend d'eux. Qu'est-ce que ça vous fait d'assister souvent à des décisions de justice quand même qui, passez-moi l'expression, n'honorent pas le droit? Oui, comme tous les Sénégalais. Je disais tout à l'heure, en début d'entretien, que le 4 janvier 2024 et le 20 janvier 2024, ce n'est pas M. Ousmane Sonko ou M. Bassirou Diomaye qui attendent des décisions. C'est le peuple sénégalais qui attend une décision. Pour dire qu'est-ce que ça me fait, ce que ça fait à tout ce peuple sénégalais, qui voit qu'effectivement que le droit est appliqué à géométrie variable selon l'identité de la personne qui est en cause, qui voit que le droit n'est appliqué que lorsqu'il arrange certaines autorités, qui voit que le droit est piétiné. Et donc le message qui est lancé, le message qui est à travers tout cela, c'est quand même assez désastreux pour notre démocratie.
Et donc, oui, aux juges constitutionnels, aux juges de la Cour suprême, il faut sauver la démocratie en respectant le droit. De toute façon, toutes les atteintes à la démocratie sont des atteintes aux droits, sont des atteintes aux droits fondamentaux. Et par la préservation du droit, c'est la démocratie qui est préservée. Et donc, ils ont notre démocratie entre les mains. C'est pour ça que je dis le rendez-vous du 20, le rendez-vous du 4 sont des rendez-vous historiques. Ce ne sont pas des rendez-vous, M. Ousmane Sonko, juge constitutionnel, M. Ousmane Sonko, Cour suprême. C'est un rendez-vous historique. Pour la démocratie, c'est un rendez-vous de la démocratie, comme l'élection du 25 février 2024, c'est un rendez-vous pour la démocratie. Vous savez, une élection présidentielle, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas seulement pour choisir un président, c'est pour faire nation. Une élection présidentielle, c'est pour créer des conditions de consensus pour pouvoir gouverner, pour avoir la légitimité nécessaire. Et donc, ce qui se joue en 2024, c'est la survie de la démocratie sénégalaise. Tout simplement. La survie de la démocratie sénégalaise. Ils n'ont pas le droit de faire moins que leurs prédécesseurs. Le juge constitutionnel n'a pas le droit de faire moins que son prédécesseur qui avait décidé le 15 avril 1998 la recevabilité de la liste de candidature du RPGS. Qu'est-ce que ça vous... Le juge de la Cour suprême n'a pas non plus le droit de faire moins que tous les autres juges de la Cour suprême qui, à chaque fois qu'ils étaient saisis d'une exception d'inconstitutionnalité, a obligatoirement, article 22, obligatoirement renvoyé la question préjudicielle au Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas le droit de faire moins. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez à la une d'un journal l'avis d'un magistrat qui dit que personne ne peut contraindre l'État à exécuter une décision de justice? Moi, j'étais choqué. Oui. J'étais très choqué en lisant... En fait, ça intègre tout ce que je viens de dire. Effectivement, si l'État ne doit plus respecter ses décisions de justice et que le respect des décisions de justice, c'est à la tête du client, passez-moi l'expression, on est là dans l'arbitraire complètement. On est dans un régime autoritaire. C'est un aveu aussi des magistrats. Oui, mais quelle autorité aurait compétence sur l'État pour enjoindre l'État à respecter, si ce n'est l'État lui-même? C'est la théorie de l'autolimitation de l'État. Bien sûr. Et c'est ça un État. C'est l'État de droit. Et donc, du coup, l'État de droit, c'est que l'État doit nécessairement respecter les décisions de justice, l'administration en tout cas, et c'est la chose pour laquelle, qui fonde même la légitimité des gouvernants. Parce que la légitimité des gouvernants, elle est assise sur quelques viatiques, quelques fondements. Elle peut être charismatique, elle peut être traditionnelle, mais elle doit être surtout légale et rationnelle. C'est ce que Max Weber théorisait. La légitimité légale et rationnelle. C'est l'État qui respecte ses propres décisions. C'est l'État qui, sans discrimination, respecte de manière impersonnelle. C'est ça un État. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire politique sénégalaise que de tels cas se produisent. C'est la première fois que la Direction générale des élections se comporte ainsi. C'est la première fois qu'une autorité administrative indépendante chargée d'assurer le respect du processus électoral enfreint à ce point la loi électorale en toute impunité. Et en cela, cette autorité engage sa responsabilité. Outre sa responsabilité devant l'histoire, devant le peuple sénégalais, sa responsabilité juridique. Parce qu'elle n'en a pas le droit. Elle ne l'a jamais fait, c'est la première fois qu'elle le fait, et cet acte-là constitue les prémices d'un arbitraire qui se consoliderait si le Conseil constitutionnel s'écarte de sa jurisprudence antérieure, s'écarte du droit pour faire autre chose. Et c'est l'objectif de la lettre. Est-ce que vous avez des inquiétudes majeures par rapport à la situation du Sénégal? Bah oui, pourquoi j'en aurais pas? J'en ai. Je n'aurais pas écrit une lettre, j'entends dire qu'elle est très longue, mais non, effectivement. Parce que les Sénégalais peut-être n'ont pas cette culture de lecture. C'est pourquoi je dis, écoute, il faut que Sidi vienne quand même pour qu'on puisse discuter. Oui. Et je vous renouvelle mes remerciements. La lettre est assez longue parce que les atteintes aux droits sont très importante. La lettre est à la hauteur des atteintes aux droits. Et comme j'ai voulu répertorier toutes les atteintes aux droits, évidemment, elle était longue. Et donc oui, je suis inquiet, papa. Tous les Sénégalais sont inquiets. Et c'est pour ça que tous les Sénégalais attendent les décisions du 4 janvier. Donc, attendent la non-décision du 4 janvier en raison de l'exception parce que la Cour suprême n'a pas le droit de statuer.
Ça, Il doit renvoyer le dossier. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais les lois organiques sur la Cour suprême, la loi organique sur le Conseil constitutionnel attendent aussi fébrilement la décision que le Conseil constitutionnel rendra pour déclarer la liste des candidats. Mais je dis à ces Sénégalais-là que le droit, s'il est appliqué de manière très comment dirais-je, oui, simple, interprétation simple, très littérale. Voilà. Si le droit jurisprudentiel, la jurisprudence constante de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel sont appliqués de manière très simple, sans construction, sans novation prétorienne, sans commande politique. Sans commande politique. C'est pour ça que je parlais. C'est important, sans commande politique. C'est pour ça que je parlais. Un juge qui siège, il n'y a pas de commande politique, je vais dire le droit. Oui, voilà. C'est pour ça que je parlais de devoir d'ingratitude. Donc si le droit est appliqué, Monsieur Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Monsieur Bassirou Diomaye Faye est candidat. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et c'est tout l'objectif de la lettre que je voulais écrire pour les juges constitutionnels. C'est une lettre ouverte aux juges constitutionnels, mais aussi pour les Sénégalais. Mais aussi pour l'histoire. Pour l'histoire aussi. Ouais. Je loue votre courage pour l'histoire. Parce que quand même, cette lettre va rester dans les annales de l'histoire pour dire qu'au moins un professeur de droit a eu le courage, à un moment crucial de la vie de la nation sénégalaise, à écrire une lettre pour parler aux 7 sages. Si la lettre est perçue ainsi, je m'en réjouis. Et j'espère que les destinataires de la lettre, les 7 sages, sauront appliquer le droit et sauront être présents au rendez-vous avec l'histoire le 20 janvier 2024. Alors, je vous remercie, Sidi. C'est moi.